Pour discuter de l'avenir de la CAQ et du premier ministre Legault, nous recevons Philippe J. Fournier, créateur des blogs politiques Québec 125 et 338 Canada. Monsieur Fournier, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Monsieur Legault s'est comparé à Rocky Balboa et sa capacité à encaisser les coups ces derniers week-ends. Or, les sondages sont quand même de très mauvais augure pour son parti. Selon un sondage réalisé par la Maison Léger il y a 2 semaines, l'insatisfaction à l'égard de son gouvernement atteint 70 %. C'est le plus haut taux depuis son élection en 2018. Comment est-ce que vous voyez les perspectives actuelles pour la coalition Avenir Québec en ce moment? Eh bien, si on se fie aux chiffres, pas seulement le chiffre léger que nous avons vu il y a 2 semaines, celui que vous avez mentionné, mais au cours des 2 dernières décennies, on regarde les chiffres d'insatisfaction des gouvernements au Québec et ce que vous avez vu il y a 2 semaines est le pire des sondages que nous avons vus dans les 20 dernières années. Généralement, lorsqu'un taux d'insatisfaction est si élevé au Québec, le gouvernement est défait. Alors, M. Legault s'est comparé à Rocky. Au cours de la prochaine année, il va devoir livrer le combat de sa vie pour sauver sa peau parce que je dirais que les chances sont extrêmement faibles si on se fie aux précédents historiques récents. M. Legault a récemment remanié son conseil des ministres. Il a fait ça le mois dernier. François Bonnardel et André Lamontagne n'y sont plus. Geneviève Guilbeault et Bernard Drinville ont été mutés. Dans quelle mesure est-ce que vous croyez qu'un tel remaniement ministériel peut vraiment aider M. Legault? La question est bonne, cependant, nous n'avons pas eu de nouveaux chiffres depuis le remaniement. Il y a eu un sondage léger qui a été conduit le week-end suivant, après le remaniement, et il n'y avait pas de changement significatif. Un remaniement du cabinet, généralement, ça ne change pas beaucoup les cartes, surtout en considérant que c'est toujours le même ministre de la Santé, toujours le même ministre des Finances et surtout toujours le même premier ministre. Alors, pour l'instant, les chiffres n'ont pas changé. Nous attendons de voir les nouveaux sondages après la rentrée parlementaire qui commence cette semaine. Est-ce que vous croyez que la CAQ pourrait mieux s'en tirer si M. Legault cédait sa place en tant que chef? Évidemment, il ne semble pas très disposé à le faire, mais est-ce que c'est justement là une partie du problème, c'est qu'en partie, il ne semble pas vraiment y avoir un successeur évident? Ça fait définitivement partie du problème. Les chiffres personnels de M. Legault, et pas seulement de son gouvernement et de la CAQ, mais les chiffres personnels de M. Legault sont parmi les pires que nous avons vus depuis très longtemps. Un sondage Palace au début septembre mesurait que 71 % des Québécois avaient une opinion défavorable du premier ministre. Seulement 10 % avaient une opinion favorable. Donc, ce différentiel-là est insurmontable généralement, surtout pas en une année. Une année qui risque d'être difficile, les combats avec les syndicats, avec les médecins, un déficit historique qui s'annonce au printemps. Alors, les défis sont multiples à la CAQ et pour M. Legault. Est-ce que changer de chef pourrait sauver la CAQ? Nous ne le savons pas, mais encore une fois, si on se fie aux chiffres, plusieurs Québécois n'écoutent plus M. Legault. Les prochaines élections provinciales au Québec sont seulement prévues d'ici 1 an. Évidemment, comme on le sait bien, c'est une éternité en politique. Mais si les élections avaient lieu demain, les sondages suggèrent que la CAQ ne remporterait aucun siège. Ce serait évidemment tout un revers pour M. Legault et pour la coalition Avenir Québec. Pouvez-vous juste donner un peu plus de contexte par rapport à justement l'ampleur de cette différence qu'on verrait? En fait, oui, je sais que ça frappe de voir des projections de sièges qui indiquent 0 siège pour un parti au gouvernement qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a remporté 90 sièges il y a 3 ans. Mais encore une fois, lorsqu'on découpe les chiffres par région, par tranche démographique, par tranche d'âge, nous voyons que la CAQ n'a pas de base électorale naturelle, comme peut l'avoir le Parti québécois, comme peut l'avoir le Parti libéral du Québec, par exemple, ou même Québec solidaire dans une moindre mesure. Alors, pour la CAQ, on voit que la coalition qu'est la CAQ est en train de se faire démanteler. Plusieurs électeurs souverainistes, nationalistes qui ont prêté leur vote à la CAQ au cours des 2 dernières élections sont retournés au Parti québécois. M. Rodriguez, maintenant chef du Parti libéral, a réussi à arracher quelques points à la CAQ lorsqu'il est arrivé à la tête du parti au mois de juin. Alors, la coalition Avenir Québec est maintenant écartelée de tous bords, tous côtés. Je pense que ça va être extrêmement difficile, peu importe la région, peu importe le siège pour la CAQ de remporter des sièges, à moins qu'on voit une nette amélioration du taux de satisfaction et des intentions de vote. Pouvez-vous justement nous expliquer pourquoi un parti nationaliste modéré
favorable aux entreprises comme la CAQ obtiendrait un résultat aussi mauvais, alors que le Parti québécois, avec seulement 6 sièges maintenant, filerait vers une majorité? Est-ce que c'est justement parce que le Parti québécois a vraiment une base d'électeurs qu'il puisse aller chercher? Oh, ça, c'est une très bonne question. Je dirais que les électeurs québécois dans les dernières décennies, et là, bien sûr, je parle de façon très générale, finissent par se lasser de leur gouvernement assez rapidement. C'est très rare qu'on voit des gouvernements durer jusqu'à 3 mandats. Jean Charest a fait 3 mandats, mais au milieu, il y a eu une courte minorité avant qu'il regagne sa majorité en 2008. Mais généralement, après 2 mandats, les Québécois se lassent de leur gouvernement et ont besoin de changement. Et ce vent de changement, c'est extrêmement difficile pour un gouvernement d'y aller à l'encontre de ce vent-là. Surtout, encore une fois, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles. La situation économique du Québec n'est pas rose. L'an dernier, il y a eu un déficit de taille historique et les prospects pour cette année ne sont pas vraiment meilleurs. Il y a des problèmes dans le réseau de santé, il y a des problèmes dans le réseau d'éducation et M. Legault semble vouloir s'attaquer aux syndicats et aux médecins dans la prochaine année. Alors, je ne sais pas si cette stratégie pourrait porter fruit. Et sur la scène fédérale maintenant, le NPD est à la recherche d'un successeur à Jagmeet Singh. Les deux représentants principaux, Avi Lewis et la députée Heather McPherson, tentent tous deux de séduire la classe ouvrière. Évidemment, on a vu pendant la dernière élection à quel point les conservateurs de Pierre Poilievre ont vraiment courtisé cette partie de l'électorat. Comment est-ce que le NPD pourrait vraiment s'y prendre pour regagner l'appui des travailleurs syndiqués, selon vous? Oh, la question est bonne. Je crois que pour le NPD, la défaite d'avril 2025 était tellement cinglante que ça risque de prendre plusieurs années avant que le parti se reconstruise. Le parti doit reconstruire des bases un peu partout au pays. Vous l'avez mentionné, la classe ouvrière, les travailleurs syndiqués un peu partout au pays, où le NPD performait bien dans le passé. On pense à London, on pense à Windsor en Ontario, dans le nord du Manitoba, dans les régions rurales de la Colombie-Britannique. Le NPD s'est fait effacer de la carte ou presque dans ces régions-là. Alors, je pense que ça pourrait prendre plusieurs années avant que ça se reconstruise. Mark Carney semble avoir déplacé ou poussé du moins le Parti libéral plus vers le centre, légèrement à droite du spectre. Alors, il y a une ouverture à gauche pour le NPD. Peut-être que c'est pour l'instant, les électeurs préfèrent attendre de voir l'issue de ce scrutin, de ce vote au leadership, avant de se prononcer, parce que les sondages ne montrent pas une remontée du NPD pour l'instant. Parlons plus particulièrement du Québec. Dans quelle mesure est-ce que le NPD pourrait-il vraiment faire des percées au Québec sans un chef parfaitement bilingue? Je crois que ça risque d'être extrêmement difficile. Évidemment, une percée au Québec, c'est Jack Layton a fait la seule vraie percée au Québec en 2011 et c'était à sa 4e élection. On se rappelle, M. Layton, lorsqu'il est devenu chef du NPD, son français n'était pas vraiment de qualité. Il s'est beaucoup amélioré au cours des années qui ont suivi. C'est un défi de taille, mais le NPD doit d'abord penser à sa reconstruction. Si on parle en termes d'équipe sportive, on parle d'une reconstruction. Je ne pense pas que le Québec fait partie des cibles à court terme pour le NPD, surtout avec des chefs qui sont anglophones et qui maîtrisent moins bien le français. Philippe J. Fournier, créateur des blogs politiques Québec 125 et 338 Canada, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, toujours un plaisir.